Si je prends le Fouta, ce qui caractérise le Fouta, c'est l'amour de la religion, l'islam et l'importance de la connaissance de l'islam. Si je prends la Haute-Guinée, c'est surtout une société guerrière qui est basée sur la fierté et le respect de la parole donnée. Si je prends la forêt, ce sont surtout des très grands cultivateurs. Vous savez, par exemple, les Kissiens, et on a considéré que c'est les meilleurs producteurs de riz dans le monde avec les gens de Cochinchine. Et si je prends la Basse-Guinée, c'est l'ouverture, la gentillesse. La population de la Basse-Guinée est très ouverte, accueillante et ne fait pas de différence. Donc vous voyez, selon chacune des régions a cette particularité-là. Couturé, j'allais dire. On dit que la Guinée est à la fois un scandale géologique et un scandale agricole. Mais ce qui caractérise la Guinée, c'est qu'on retrouve tout le paysage de l'Afrique de l'Ouest en Guinée. La basse Guinée avec les belles plages, les rivières du Sud, la mangrove, etc. Le Fouta jalon au plateau avec son climat, ses forêts de sapins, ses chutes d'eau et dont le symbole est de là-bas. La Haute-Guinée avec ses savanes, ses lions, etc. Et la forêt, surtout avec la forêt des diamants, où on trouve toutes les plantes rares. Donc on retrouve toute la géographie de l'Afrique de l'Ouest, plus le Fouta jalon, qu'on ne trouve qu'au Kenya, en Tanzanie et éventuellement au Cameroun. Donc la Guinée a été gâtée par Dieu. La ilaha illallah wo senama la suma la idi jugo jenkele ngomman kele kulon la de ma jugo jenkele ngomman kele kulon la ilaha Muhammad rasulullah sebe alanye la tesrakate moni malo manyo kakele de. Les plans avaient été mis en veilleuse et vont ressortir après l'indépendance. On n'a pas contré l'indépendance au moment du vote, mais on va contrer l'indépendance après le vote. Et ça va être l'origine de beaucoup d'autres problèmes pour notre pays. Le tempérament du premier président de la République, la passivité de l'ensemble des intellectuels et de la classe politique à l'époque ont fait qu'il a instauré progressivement une dictature qui n'a pas de nom. Tous ceux qui combattent pour l'indépendance et pour la dignité, pour la souveraineté de l'Afrique sont traités de dictateurs. Ceux qui ne le sont pas, c'est ceux qui ont été dès le départ martyrisés. Eux, on a bon teint de les présenter comme des icônes romantiques, quelque part. Quand nous pensons au Patrice Lumumba, qui a été assassiné et dissous dans l'acide, ça, ce n'est pas de la dictature. J'ai revu des photos de mon grand-père qui m'ont fait un peu sourire. Il était hyper jeune et il partait en tant que militaire en République démocratique du Congo pour appuyer la République démocratique du Congo dans l'acquisition de son indépendance. Et après, j'ai eu d'autres informations me disant, écoute, le véhicule dans lequel Lumumba s'est enfui quand on l'a mis en résidence surveillée, c'était une voiture de la Guinée. Et occulté à ce monsieur aujourd'hui le droit à une réhabilitation, je trouve que c'est fou, quoi. Voilà, parce que ce sont des gens qui se sont battus pour des valeurs, des idéaux. Voilà, et dire aujourd'hui que ces personnes-là, on ne doit pas parler de ça, moi je trouve ça que, à la limite, c'est une façon d'effacer l'histoire. Quand nous pensons directement, quand on fait référence à un Modibo Keïta du Mali, qui avait perçu et qui voulait affirmer l'autonomie, l'indépendance et la dignité et la souveraineté de l'Afrique,
qui a été déposé aussi par une junte militaire et qui a été assassiné en prison. Tout ça, c'est bon, c'est pas de la dictature. Le président Sékou Touré, le Parti démocratique de Guinée, a survécu à tout ça. Aujourd'hui, dans les grandes voies de la littérature africaine, nous allons vous parler d'un homme d'une grande créativité artistique, un homme au destin tragique, un homme très controversé et qui a marqué son temps, le Guinéen Fodébo Keïta, né à Sigiri en janvier 1921 et fusillé en mai 1969 par le régime du président Sékou Touré, un régime politique que Keïta Fodéba a pourtant servi. Ce complot dit Kaman Fodéba est un complot dans un complot. Je veux dire par là, de façon très succincte, que Fodéba, si ce complot avait réussi, Fodéba serait exécuté, les vrais commanditaires de ce complot allaient prendre le pouvoir. Fodéba n'est pas un fondateur, un membre fondateur du PDG. Mais il a fallu qu'il rallie le PDG pour que le PDG accélère sa voie pour arriver vite à l'indépendance. Fodéba a pris en charge tous les dirigeants du PDG. Il est sorti instituteur de William Ponty. Il s'est installé à Dakar, où il a fondé en 1948 les théâtres africains, qui plus tard seront les ballets africains. À ce niveau, il a apporté toute l'assistance à tous les dirigeants du PDG, y compris le secrétaire général, le président Ahmed Sékou Touré. Fodéba a du mérite quand il a accepté de participer à la lutte pour l'indépendance de ce pays. Il est rentré en 1957. Son père a été consulté par les dirigeants du PDG de l'époque avec insistance pour le persuader d'accepter de participer à la lutte de libération. Et quand on a eu l'indépendance, librement, sans contrainte, il a cédé ses ballets africains à la République de Guinée. Au lieu de dire ballets africains de Keïta Fodéba, c'est les ballets africains de la République de Guinée. Il a cédé volontairement sa propriété de Dakar à l'ambassade de Guinée à Dakar, qui jusqu'ici fait partie de notre patrimoine à Dakar. Il a cédé librement sa propriété de Paris, qui jusqu'ici est la propriété de la Guinée, où est actuellement même notre ambassade. En contrepartie, on lui a donné la villa mitoyenne à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis à Donka, qu'il a aussi perdu à la faveur de ce complot. Le complot 69 dit Kaman Fodéba est le plus complexe des complots que j'ai eu à éplucher en archives à la présidence de la République. Je tiens simplement à préciser que Fodéba même n'a pas déposé, peut-être par orgueil, peut-être pour des raisons propres à lui, mais je dis, je confirme, en ma qualité de responsable des services de sécurité de l'époque, ayant lu, relu, vérifié tout ce qui pouvait être vérifié, ce complot n'était pas de Fodéba. Par contre, Kaman Diaby, qui était le secrétaire d'État à la milice, sa participation a été effective à ce complot. Des bateaux étrangers stationnent encore dans nos eaux territoriales. Camarades du PDG, militants en uniforme et sans uniforme, partout, faites état de vigilance, de fermeté révolutionnaire. Surveillez autour de vous
les complices éventuels de l'impérialisme, pour les déceler et les écraser en même temps que les mercenaires venus dans les bateaux étrangers. La Guinée se défendra jusqu'à la dernière goutte. Prêt pour la révolution, l'impérialisme à bas, le colonialisme à bas. Révolutionnaire suprême condamne à la peine capitale Francisco Joseph Sampaio, Mariore Teixeira, Antoine Correa, Hadja Lofo Camara, ex-sage-femme, Zaidan Joseph, commerçant, Capé de Bana, ex-professeur, Baldé Ousmane, ex-secrétaire d'État au plan, Magatuba Moriba, ex-directeur cabinet domaine social, Barry 3, ex-secrétaire d'État contrôle financier. Le jour de la pendaison, j'ai vu 4 corps qui étaient pendus. Puis il y avait une grande foule là-bas. Beaucoup de gens étaient venus voir aussi. Puis il y avait des gens qui dansaient en bas là, des femmes qui ont été mobilisées. Je sais qu'elles ne sont pas venues de bon cœur danser en dessous de corps quand même, mais elles ont été mobilisées pour venir faire ça par la force. Parce que quand il y a une réunion de ce genre, c'est le sifflet et les baïonnettes qui ressortent de chez vous. Les miliciens viennent avec des baïonnettes. C'est obligé de sortir. Sékou Touré, c'était les Guinéens qui venaient pour enlever Sékou Touré. Donc, Sékou Touré étant informé la nuit où on devait venir le ramasser et rentrer, aller se coucher sous le lit de Madame Lofo, n'est-ce pas, sage-femme, n'est-ce pas, et en même temps présidente des femmes de la Guinée, une grande dame qu'il faut quand même, à laquelle il faut rendre hommage parce que ce sont les femmes qui ont mené un combat pour libérer l'Afrique. Et donc, il est allé donc, se cacher là-bas. On venait donc l'enlever et nous enlever, nous tous aussi. Mais lui, il a pris le devant pour aller se réfugier là. Et quand il est sorti de là-bas, il est venu ramasser tous les cadres, y compris ses propres partisans. Voilà où ça s'est trouvé coincé. Mais le malheur de l'histoire, sur laquelle il ne se relèvera jamais, ni sa mémoire, ni que tant que nous, on sera vivants, c'est qu'il a pris son frère, qui était un véritable néocolonialiste, qui était vraiment un contre-révolutionnaire, c'est-à-dire Ismaël Touré, et pour mettre à la tête du camp Boiro pour ramasser les gens. Et Ismaël Touré ramassait tous ceux qui étaient des sécoutouristes, comme j'enseignais aux étudiants, n'est-ce pas? Jusque dans le régime de Sékou Touré. Sékou Touré lui-même était en passe de faire arrêter Ismaël Touré, qui était du camp des capitalistes, des impérialistes américains, n'est-ce pas, en Guinée, étant donné qu'il était le ministre d'État chargé de l'économie nationale. Donc, lui, il voulait que Sékou Touré disparaisse et les Américains lui avaient proposé de le mettre à la place de la succession de son frère. C'était comme c'est la politique traditionnelle des Américains. Le sinistre Camp Boiro, c'était l'usine de la mort. C'était l'usine où des millions et des millions de Guinéens ont été tués, torturés, privés de nourriture, jusqu'à ce que mort s'en suive, avec la diète noire. Il y avait toutes les couches sociales. Vous aviez des intellectuels, des fonctionnaires, des commerçants, des gens de l'armée, de la police, la gendarmerie, les paysans, les cultivateurs, les agriculteurs, voire même des tisserands.
toutes les couches sociales. Aucune couche n'a été épargnée. Revenir sur notre passé historique, ce n'est pas remuer en fait le couteau dans la plaie, mais plutôt soigner la plaie. Parce qu'on est mal de cette plaie qui a affecté la conscience des Guinéens, qui a affaibli le pouvoir et le développement intellectuel des couches juvéniles guinéennes. Je suis Alimatou Kamara, mon grand-père maternel, qui était Tibou Tunkara, qui a été ambassadeur dans plusieurs pays. Il a été ministre en Guinée. Malheureusement, en 1971, après l'agression du 22 novembre 1970, à la suite des enquêtes qui avaient été faites à l'époque, il a été arrêté en 1971. Et en 1970, il a été arrêté comme beaucoup d'autres de sa génération, beaucoup d'autres commerçants qui étaient connus ou bien que l'on prétendait être riche. J'ai dû entendre parler de beaucoup de gens comme ça, Baïdi Gueye, comment ça s'appelle ça, la famille Haribo, beaucoup d'autres entrepreneurs qui ont été engloutis dans le système. Et en 1970, il a été arrêté une première fois, vers la fin de décembre 70, pardon, début décembre 70. Il a été libéré le 25 janvier 71. Le 25 janvier 71, c'était le jour des pendaisons du 8 novembre. Et pour ce qui concerne Conakry, que les pendaisons qui ont eu encore dans toutes les préfectures, à l'époque c'était comment on appelle ça déjà, c'était les gouvernorats. On a pendu beaucoup de Guinéens dans chacune des préfectures de Guinée à l'époque. Et mon père a été libéré ce jour-là. J'aimerais bien qu'on m'appelle Docteur Tarang quand on parle de Kamboaro, parce que c'est une façon d'immortaliser mon père. Je l'ai perdu, je n'avais pas 9 ans. Bon, j'ai dépassé 50 ans, mais je n'avais pas 10 ans quand il a été arrêté ou plutôt kidnappé. C'était un 27 juillet 1971. Selon ma mère, il devait dîner. Elle lui a demandé de rester pour le dîner. Il a dit qu'il avait une réunion du parti, du PDG. Et il est sorti ce 27 juillet nuitamment et il n'est jamais revenu. Mon père était directeur de Guinée Sport d'alors. Il a été arrêté à cause de son grand frère qui s'appelle Capitaine Abou Souma. Quand Capitaine Abou Souma, selon ce que a raconté ma mère, a été arrêté en 1969 dans le coup de Kamandiabi. En 1970, il y a eu une agression en Guinée. Kamboaro a été attaqué, il a pris la fuite. Quand il est sorti de Kamboaro, il a réuni la famille pour dire à toute la famille de se débarrasser de la Guinée, de quitter. Parce que les conditions dans lesquelles il a été arrêté, selon ce que ma mère m'a dit, et sa femme m'a raconté, Madame Malik Krel-Sir, il a été avisé qu'il allait être arrêté. Mais il ne croyait pas. Selon les explications de mon père, son jeune frère, M. Bamamadou Bobo, avait eu une bourse pour aller travailler à l'extérieur avec le BIT, le Bureau international du travail. Je crois que c'était un stage de formation. Un stage où en tout cas il était parti, il a fait plus de 3 ou 6 mois, je crois près d'une année à l'extérieur, en France précisément, pour cette formation, parce qu'il travaillait au niveau du ministère du Travail. Oui, à l'époque, on appelait ce ministère le ministère du Travail. Donc, il est parti dans ce cadre-là. Et quand il est revenu, comme vous le savez bien, au temps de l'ancien régime, au temps du régime de Sékou Touré, tous ceux qui partaient à l'extérieur, soit pour des affaires, pour des business ou pour un travail quelconque, dès que vous revenez en Guinée, on vous taxe soit de 5e colonne. C'est comme ça qu'on taxait les personnes, toute personne qui était opposée au régime de Sékou Touré, soit on vous taxait de 5e colonne, ou d'opposants, ou d'ennemis de la révolution. L'OMVS a eu besoin d'un homologue de l'expert des Nations Unies, le programme Nations Unies pour le développement. Ils ont donné des bourses
à la Guinée, au Sénégal, au Mali, à la Mauritanie. En Guinée, j'étais le seul qui pouvait bénéficier de cette bourse parce que j'étais le seul qui était dans ce domaine-là. Donc j'ai eu cette bourse. C'était pour aller à Paris, à l'Orstom, passer 2 ans, rédiger mon diplôme et puis voilà, rentrer au pays. Rentrer au pays pour travailler à l'OMVS. Ils ont amené des experts ici pour que moi j'aille avec ces experts sur le terrain pour qu'on sache quel type d'appareil il faut amener. Donc on fait un ordre de mission comme d'habitude, on va à l'aéroport, et puis je fais les formalités de départ, j'attends qu'on nous appelle à l'embarquement. C'est là qu'un gendarme est venu, il m'a dit, c'est vous qui vous appelez Costa. À l'époque j'avais 24 ans, vous pouvez imaginer, et on m'appelait Costa. J'étais un peu de la locomotive de la jeunesse ici. Alors, il m'a demandé, il m'a dit, mais tu ne voyages plus. Je lui ai sorti mon ordre de mission, signé de Ismaël Touré, et je lui ai remis. Je lui ai dit, tu vois, c'est un ministre qui a signé cet ordre de mission, et je voyage avec ces gens-là. Il m'a dit, tu ne voyages plus. Bon, moi, je n'ai pas insisté. Il m'a amené dans le bureau du chef de la gendarmerie de l'aéroport. Il me laisse là, il s'en va. Entre-temps, on entend au micro l'appel à l'embarquement des passagers de la Haute-Guinée, de Cancan. Alors, le gendarme qui était là, il me dit, jeune homme, dépêche-toi, sinon tu risques de rater ton avion. Je me lève, je veux sortir, je rencontre encore le même gendarme à la porte. Il me dit, non, tu ne voyages pas. Et tu as un sac? Il me dit, oui. Je dis, oui, j'ai un sac. On va à l'endroit, il prend mon sac, et puis, un commandant de la gendarmerie qui était là est venu, il m'a mis les menottes, et il m'a embarqué dans la Jeep de la gendarmerie. On est parti de la révolution avec Sékou Touré et cette révolution a débouché sur la dictature. Et cette dictature a été sanglante. Et il y a eu des centaines, des milliers de morts. Mais le nombre est difficile à connaître. Ce qui est sûr, il y en a eu partout dans toute la Guinée. Ce soir, un grand témoin de l'histoire de la Guinée indépendante. De 1970 à 1984, il a été directeur de la sécurité à la présidence de la République. Dr Madifi Djané est un homme très discret. Il a cependant accepté de nous parler, d'apporter quelque chose à la compréhension de notre histoire. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur le directeur général. Merci d'avoir accepté de venir dans cette émission. Monsieur le ministre, vous avez été 2 fois ministre sous 2 régimes différents. Est-ce que, quelque part, cela ne signifie pas que chacun voulait vous avoir avec lui? Bon, je ne pourrais pas le dire de façon absolue. Ce qui est certain, après les 14 premières années à la présidence de la République, ça m'a donné la chance d'avoir de très bonnes relations, tant au niveau de l'administration civile qu'au niveau de l'administration militaire et diplomatique. Dans ces 14 années, j'ai noué personnellement des relations avec le commandant à l'époque, Lansana Conté, que j'ai connu quand il était capitaine. Élevé au grade de commandant, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre, j'ai eu à faire plusieurs missions à l'intérieur du pays avec lui et j'ai eu le privilège de l'amener avec moi à son premier pèlerinage et le premier pèlerinage du président Ahmed Sékou Touré en 1981 sur les lieux saints de l'islam. Ce pèlerinage a eu lieu effectivement le 18 octobre 1981. Arrivé de cette mission, le 1er novembre qui a suivi, le commandant Lansana Conté a été élevé au grade de colonel de l'armée guinéenne. En
En 1984, précisément, en janvier, la Guinée se préparait à recevoir l'OUA 84. Des informations précises indiquaient que ces assises allaient être sabotées du côté du Sénégal. Une mission a été donc levée, laquelle mission j'ai présidé, dans laquelle mission j'avais le colonel Lansana Conté. Dieu soit loué, c'est une mission qui s'est très bien passée et des témoins sont encore vivants parce que le doyen Biro Diallo était gouverneur à Koundara et malheureusement... Pourquoi le Sénégal voulait saboter ce sommet de Conakry? Des Guinéens, pas le Sénégal. C'est des infiltrations qui ont été signalées par le gouvernement sénégalais. Des infiltrations de Guinéens venant du Sénégal qui nous ont été signalées. Donc, c'est à la suite de cette mission qui n'a même pas eu de suite en réalité parce que 2 mois après, le président Ahmed Sékou Touré est décédé et 1 semaine après, le colonel Lansana Conté a été président de la République, président du comité militaire de libération nationale, de redressement national. C'est dans sa première nomination que sa pensée est allée sur ma modeste personne pour me nommer directeur général adjoint chargé des directions techniques des services de police. Et à ce poste, je gérais tous les services stratégiques que sont les services spéciaux et les services de sécurité publique. Mon directeur général était une modeste personne, Abdul Salam Diallo. C'était un capitaine que nous avons eu à gérer aussi sous la Première République, paix à son âme. Voilà comment j'ai commencé avec le général Lansana Conté, qui m'a nommé directeur général chargé des directions techniques en 1984, qui m'a élevé dans les fonctions jusqu'à terminer sa vie avec moi en ma qualité de ministre de la Sécurité. Ensuite est intervenue cette période de transition. C'était presque nos enfants que nous avons élevés, qui nous connaissaient. J'ai eu aussi la chance d'être le premier président de la Commission nationale de réforme des unités de défense et de sécurité avant l'arrivée du général Lamine Cissé, un ancien ministre sénégalais et qui a eu la chance d'être choisi par les Nations Unies pour achever cette réforme. C'est dans cette période donc que nous nous sommes engagés dans cette élection multipartite qui a connu les différents candidats des différents partis pour exercer, pour avoir la fonction de président de la République. Dieu l'a confié au professeur Alpha Condé, que j'ai eu aussi la chance de connaître par l'intermédiaire d'un ami que je vais taire, avec lequel nous avons intimement travaillé, et la récompense a été donnée parce qu'il a été élu président de la République. Je crois que à son niveau aussi, il a eu confiance en ma personne, m'a nommé 2 fois à la fonction de ministre de la Sécurité. Il m'a nommé, avant cela, il m'a nommé ambassadeur de Guinée au Sénégal. Il m'a ramené ministre de la Sécurité. Après les élections législatives, le gouvernement a démissionné. Il m'a reconduit dans les mêmes fonctions. Pour ce poste, en réalité, j'ai eu 3 décrets. Dieu soit loué. Monsieur le ministre, depuis que vous avez 28 ans, apparemment, vous ne quittez pas la présidence. Quelles étaient vos relations avec le président Ahmed Sékou Touré? Où en quoi consistait votre activité à la présidence de la République en ce moment? Et la Première République, tous les Guinéens étaient sous le socle de l'équité. Le favoritisme, je ne dis pas qu'il n'existait pas, mais le favoritisme était négligeable.
l'homme était jugé selon sa valeur. J'ai été formé après mon DES, diplôme d'études supérieures à l'Institut Polytechnique, où j'ai fait philosophie, histoire. Je suis venu dans le rang de l'effectif de la police pour être élève, inspecteur au Camboiro, où il y avait l'école nationale de police. Au sortir de cette formation, les meilleurs ont été sélectionnés. J'étais parmi ces meilleurs. J'ai eu la chance donc d'aller en Algérie, où j'ai achevé ma formation en tant qu'officier des services spéciaux. Et j'ai eu le privilège de travailler au cabinet privé de Wari Boumedienne. Cette appréciation ne pouvait pas passer inaperçue. Au sortir donc de cette formation et de ce stage au cabinet du président Wari Boumedienne, j'ai été mis à la présidence de la République, où je suis resté jusqu'à la mort du président Madi Sékou Touré. Je n'avais aucun rapport particulier avec lui en venant. Mais en y rentrant, je suis sorti avec les plus grandes relations avec lui. Je suis du nombre de ceux qui l'ont accompagné. Et avec fierté, je le dis. C'est-à-dire vous l'avez accompagné, Je l'avais accompagné jusque dans sa tombe. Oui, c'est-à-dire, comment vous travaillez avec lui? Comment ça se passait? J'étais le directeur des services spéciaux, précisément chargé de la cryptographie. La cryptographie, c'est une science qui rend inintelligible un texte intelligible et intelligible un texte inintelligible par le chiffrement ou le surchiffrement, par le déchiffrement et le surdéchiffrement. Par cette position, j'avais en charge toutes les unités militaires dans les régions. J'avais en charge tous les services de sécurité, gendarmerie, police. J'avais en charge toutes les unités administratives, gouverneur de région à l'époque, qu'on appelle aujourd'hui préfet, ministre délégué. Quand vous dites j'avais en charge, ça veut dire quoi? Puisqu'il y avait des chefs d'état-major général, mais il y avait des... Ça veut dire que tout ce qui n'est pas à la disposition du commun m'était donné pour être chiffré au destinataire. C'est-à-dire que vous étiez en quelque sorte le chef de service d'espionnage et de contre-espionnage? Non. Vous étiez quoi? J'étais le responsable de tout problème de sécurité qui touchait la nation. Il y avait un directeur de la sécurité d'État qui, quelque part, n'avait pas cette possibilité de chiffrer et de déchiffrer. Pour cette formation, nous ne sommes que 2 pour la République de Guinée. Mon second a fait sa carrière dans la diplomatie, il vit. Et moi, j'ai fait ma carrière à la présidence de la République. En 1958, l'Afrique française ressemble à ça. Le Maroc et la Tunisie sont déjà indépendants. L'Algérie est en guerre. Les barricades ont emporté avec elles la 4e République. 3 mois après son retour aux affaires, De Gaulle entreprend une vaste tournée en Afrique noire pour tenter de sauver ce qui peut l'être. Pour couper court aux velléités d'émancipation qui se font chaque jour plus pressantes, De Gaulle propose aux Africains d'adopter par référendum son projet de nouvelle communauté. Un bulletin oui signifie qu'on souhaite rester français encore quelque temps. Un bulletin non qu'on demande l'indépendance. La protection de la métropole ou le saut dans le vide. Presque tous les territoires s'apprêtent à voter oui. Eh bien, la communauté française, la voilà. C'est le général de Gaulle lui-même qui a voulu faire une tournée. Et puis, à ce moment-là, on lui a dit « Ah, mais si vous arrêtez à Abidjan, si vous arrêtez à Dakar, entre les deux, vous pouvez aussi faire une escale à Conakry, puisque Conakry se trouve entre Abidjan et Dakar. Et là, il y a M. Sékou Touré, qui est un homme difficile, qui voudrait bien voter non, mais peut-être que si vous passez une journée à
Conakry, si vous parlez avec lui, peut-être arrivera-t-on à le convaincre de voter oui au référendum constitutionnel. Et le général de Gaulle a décidé de s'arrêter à Conakry après avoir été à Abidjan et avant d'aller à Dakar. J'ajoute que, comme gouverneur général, moi j'étais hostile à cette idée-là et j'ai déconseillé fortement cet arrêt. Parce que je sentais les choses qui tournaient à l'aigre. Au Sénégal, qui était très en faveur du non, au passage du général de Gaulle, il y a eu plus de manifestations pour le non à Dakar qu'il n'y en a pas eu à Conakry d'ailleurs, parce qu'il a été très très bien reçu à Conakry. Il n'y a pas eu de pancarte à Conakry demandant l'indépendance, alors qu'à Dakar, il y avait des porteurs de pancartes demandant l'indépendance. Au contraire, tout avait bien commencé dans la capitale guinéenne pour le dernier gouverneur français, Jean Mouberna. Le peuple entier de Conakry était présent, acclamant, et c'est ce que les accompagnateurs du général de Gaulle n'ont pas compris. C'est que ces acclamations s'adressaient, sinon beaucoup plus, du moins autant, à Sékou Touré, qui était à ses côtés dans la voiture. C'est d'ailleurs pour que ces acclamations ne se trompent pas, ne puissent pas se tromper, que j'avais tellement insisté, car il avait fallu que j'insiste beaucoup, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour que le président Sékou Touré, qui était maire de Conakry depuis plusieurs années, qui était député de la Guinée, qui était vice-président du Conseil du gouvernement, et qui venait d'être nommé président du gouvernement depuis le 15 juillet, soit à côté du général. Après cette réception fantastique, je lui ai apporté le discours que Sékou Touré allait prononcer 1 heure après. Conakry accueille aujourd'hui le général de Gaulle, encore mieux si c'est possible que Brazzaville ou Abidjan, mais avec des torrents d'eau à l'arrivée à l'aérodrome. L'enthousiasme invraisemblable dont seule la population africaine est capable atteint aujourd'hui son paroxysme, mais un paroxysme raisonnable. Partout sur l'aérodrome, le long de la route qu'emprunte le cortège, ce n'est que cris, danses, rythmés par le tam-tam et le xylophone en bois, et partout le chant du RDA que vous entendez en ce moment en bruit de fond, le parti politique RDA, qui est le plus grand et qui est le plus fort en Guinée. Le 25 août au matin, Sékou Touré n'a pas convoqué la foule pour le seul plaisir de se faire applaudir. Ce qu'il signifie déjà, c'est que tout le pays est derrière lui. Il dispute la légitimité populaire au chef de l'État français. Avant d'arriver à l'Assemblée territoriale, le général de Gaulle a un entretien bref avec Sékou Touré, en tête-à-tête, à la résidence du gouverneur, et pendant ce temps-là, le ministre et moi, nous lisons le discours que va faire Sékou Touré et que le gouverneur Mauberna nous communique. J'étais d'ailleurs de très mauvaise humeur vis-à-vis de Mauberna parce que j'aurais dû recevoir ce discours, au moins par téléphone ou par télégramme, la veille ou l'avant-veille, pour pouvoir éventuellement demander des corrections, et en tout cas pour le communiquer au général de Gaulle, pour qu'il sache à quel discours il répondrait. Or, Mauberna s'est mal débrouillé, c'était un mauvais gouverneur d'ailleurs, Mauberna s'est mal débrouillé, et il n'a le discours de Sékou Touré que depuis le matin même. Et c'est ce discours que Mauberna communique Bernard Cornut-Gentil, le ministre de la France d'Outre-mer, et moi, pendant que le général de Gaulle est en train de parler avec Sékou Touré dans le bureau du gouverneur. Donc, je parcours ce discours, je dirais en diagonale, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, et Bernard Cornut-Gentil a la même technique que moi, il lit très vite ce discours. Nous avons la même... nous retirons de notre lecture la même impression, c'est que ce n'est pas un bon discours, mais que ce n'est pas un discours désastreux non plus.
Sékou Touré avait dit, ce qui était une position parfaitement logique, si la Constitution nous donne le droit à la libre disposition, la possibilité de régir nous-mêmes nos propres affaires, ce que ne laissait pas la Constitution de 58, pour qui c'était ou bien vous acceptez la communauté, ou bien vous êtes exclu. S'il y avait donc eu une autre version de la Constitution, la Guinée ne voulait pas, et Sékou Touré ne voulait pas la séparation. La séparation, elle a été imposée par le général de Gaulle. Sékou Touré s'est levé et a prononcé son discours. Le discours que nous connaissions tous. Mais ce qui a surpris, ça a été le ton employé par Sékou Touré, qui a employé le ton qui lui était, et qui lui est encore certainement, habituel. C'est-à-dire le ton de quelqu'un qui parle dans un meeting et qui appuie non seulement de la voix, mais du geste et du poing sur la table, les principaux passages. Ce qui fait que ce discours qui ne différait absolument pas de tous les discours antérieurs de Sékou Touré a fait une impression assez extraordinaire. Oui, le général s'est levé à ce moment-là, a répondu par un discours très bref, dans lequel il disait deux choses principales. Premièrement, je me suis aperçu en écoutant les orateurs que la France avait fait du bon travail et que la langue française était possédée et maniée d'une façon extrêmement brillante. Et deuxièmement, vous voulez l'indépendance. Si vous voulez l'indépendance, vous n'avez qu'à voter non le 28 septembre et la France n'y fera aucunement obstacle. Point. À la ligne. Elle en tirera bien entendu les conséquences. Messieurs, bien du plaisir. Il y a eu le vote qui s'est fait sans campagne électorale. L'emprise du Parti démocratique de Guinée était telle, le ralliement d'ailleurs de l'opposition au vote pour le non a été tel qu'il y a eu donc, je ne me souviens plus le chiffre exactement, mais enfin plus de 95% de non à la Constitution. Les militaires, par exemple les parachutistes qui étaient à Dalaba sont partis en incendiant, en détruisant à l'explosif leur cantonnement pour ne rien laisser à la Guinée. Dans la gendarmerie, on a emporté jusque non seulement les armes, mais même les uniformes. Je citais tout à l'heure déjà les administrateurs qui, dans certains cas, avaient emporté jusqu'au registre d'état civil. Au palais du gouvernement, c'était une espèce de cavalcade dans les salles, n'est-ce pas, où des gens venaient emporter les téléphones jusqu'à enlever les prises de courant. Bon, les fonctionnaires guinéens venaient derrière pour essayer de les rétablir. Toutes les archives qui se trouvaient dans les services ont été emportées. Tout le reste de l'Afrique occidentale et toute l'Afrique équatoriale vote oui. C'est-à-dire que la Guinée se trouve toute seule ayant voté non. Et alors, dès le lendemain matin, la Guinée devient indépendante. Le général de Gaulle dit qu'elle a fait sécession. C'est une sécession qui aboutit à l'indépendance pure et simple. Et l'application se fait très très vite. J'envoie un gouverneur de Dakar, un gouverneur qui est l'inspecteur général des affaires administratives, sur Violaxi, un Corse qui est très habile, qui connaît très très bien son métier et qui va à Conakry démonter toute l'administration française. C'est sa seule mission, c'est de démonter toute notre administration. C'est-à-dire renvoyer tous les fonctionnaires français sur Dakar ou dans des autres destinations que je lui indique.
Et cela se fait très très vite. Naturellement, l'armée part tout de suite, l'administration part tout de suite. Sékou Touré se plaint d'ailleurs de cette rapidité, ce qui est quand même un peu absurde. Il voulait l'indépendance, il l'a. Même les cadres français qui étaient là au poste de télécommunications sont partis avec tous les schémas. Donc nous nous trouvions là devant un central téléphonique, ne connaissant pas, n'ayant pas la nomenclature des pièces détachées, n'ayant pas les schémas du réseau souterrain ou aérien, à l'énergie c'était pareil, etc., etc. Des archives enlevées. À l'époque, j'avais une caméra derrière moi. De mon bureau, j'habitais à côté du... J'avais mon bureau juste à côté du palais du gouverneur. Bon, ben, j'avais filmé des agents qui cassaient la vaisselle dans la cour du palais du gouverneur. La Guinée a quitté le giron français contre l'avis de ses voisins, le Sénégal de Senghor et la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny. La brèche est ouverte. La France va agir durement sur le pays, il faut le reconnaître, sur tous les plans. Le plan administratif, elle va retirer ses hommes, elle va retirer ses administrateurs, elle va retirer ses équipements. Elle va vider les banques. Elle va vider les banques, elle va prendre toutes les armes qu'il y avait, elle va prendre même les médicaments qui étaient en stock. Il fallait réellement empêcher les bateaux de riz qui venaient, donc on va affamer la population. Et ça va être une série d'actes subversifs qui vont commencer. D'abord au niveau des religieux musulmans en particulier. Il y a des groupuscules de religieux musulmans qui vont sillonner le pays en disant qu'ils sont communistes, pour faire croire que l'orientation du nouvel État est une orientation communiste. C'était pour donner une occasion à la France, dans sa propagande vis-à-vis de son opinion publique et vis-à-vis de l'opinion publique occidentale, pour dire que la Guinée est communiste. Et donc, si la Guinée est communiste, elle ne doit pas être aidée par les pays capitalistes. Vous êtes en train de dire que ces imams-là étaient manipulés? Oui, ils étaient manipulés. Ces imams-là étaient manipulés, effectivement. Le deuxième groupe, ça va être les anciens combattants. Les anciens combattants, puisque la France paye les retraites. La France paye les retraites des anciens combattants. La France va demander à payer elle-même ses retraites. La Guinée va refuser. Mais elle va se mettre à recenser. Et au cours de ce recensement, ils vont inciter des anciens combattants à se révolter. Et ça va être l'origine d'une révolte. Le centre où la révolte prendra corps, effectivement, c'est Guékédou. Il y aura une révolte des anciens combattants qui va se solder par 2 morts. Et ça, c'était en quelle année? Ça, c'était en 59. C'était en 59, vers le mois d'avril 1959. 2 morts, on est loin des 700 morts dont Kaba 41 Camara parle dans son livre. 700 morts, ça fait quand même beaucoup dans un pays. Et il parle d'administrateurs coloniaux ou de médecins militaires qui étaient là et qui parlent que c'est plus grave qu'à Verdun. Mais en avril 59, il n'y avait plus de médecins militaires français sur le territoire. Donc c'était totalement erroné. Il y a eu 2 morts. Il a dit que la Guinée préférait la pauvreté dans l'esclavage à l'opulence la pauvreté dans la liberté à l'opulence dans l'esclavage. De Gaulle lui a répliqué du tac au tac: l'indépendance est à la portée de la Guinée, il suffit de voter non le 28 septembre. Au-delà des mots, le ton employé, la surprise du général de Gaulle qui ne s'attendait absolument pas à cette tonalité-là, encore moins à ce contenu, va être profondément vexé
va en tirer une attaque personnelle. Alors que dans sa fougue, il faut quand même que vous sachiez que Sékou Touré a 35-36 ans à ce moment-là. Dans cette fougue et dans une salle surchauffée, acquise à la cause du parti dominant de l'époque qui était le PDG. Parce que l'arrogance de De Gaulle, quand on l'écoute avec le recul du temps, elle dit vous êtes libre, mais vous prenez avec les conséquences. Le président Sékou Touré a dit l'histoire ne retiendra pas un jour dire que la France généreuse a donné l'indépendance à ses colonies africaines et que tous ont choisi de rester colonies. Dis-moi, je prends l'indépendance au nom de la Guinée, au nom de l'Afrique. Les autres leaders avaient trahi. La Sawaba au Niger était avec Sékou Touré les seuls qui avaient maintenu le mot d'ordre. Mais entre-temps, il y a eu renversement de situation au Niger. Bakary Djibo, qui était leader de la Sawaba, et qui était vice-gouverneur, a été démis de ses fonctions et remplacé par Amani Diori, qui a décidé de voter oui. Finalement, la Guinée était seule à voter non, mais tous les leaders à l'époque, partis d'opposition, les partis minoritaires et le PDG, étaient d'accord pour donner l'indépendance au pays et gérer le pouvoir ensemble. Le pouvoir est une richesse qui grandit par le partage. C'est ainsi que la Guinée, le 28 septembre, a décidé à voter non à la proposition faite par la France et à rejeter la communauté franco-africaine. Et la Guinée est devenue le pays leader de l'indépendance africaine. Les conséquences, on en a tiré. En vérité, c'est beaucoup plus tard que cette dimension africaine de l'indépendance de la Guinée a été construite dans ma conscience à moi. Sinon, en 1958, quand on a parlé d'indépendance, parce que pour moi c'était vraiment en parler, cela s'est traduit par la joie au village, que nous n'aurons plus à courber l'échine devant l'étranger, devant les Français, devant les Blancs. Et donc, c'est cette manifestation de la liberté retrouvée qui me revient immédiatement en mémoire lorsque on parle de 1958. Ce phénomène a été le précurseur du démantèlement de l'empire colonial français en Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir que les répercussions de ce non massif du peuple de Guinée ont été, 2 ans après, la cascade des indépendances en Afrique. Mais le gouverneur de l'époque, le gouverneur de France qui était là, Mauberna, avait dit que la Guinée votera ce que Sékou Touré dira. Lui, il savait parfaitement le poids politique qu'avait le PDG RDA à l'époque ici. Parce qu'au moment où nous allions au référendum, l'Assemblée territoriale qui était considérée de 60 conseillers, il y avait 57 PDG RDA. C'était le parti le plus fort. Les partis adverses, il y avait un indépendant et 2 de la SFIO. En partant de la Guinée, tout a été arrêté aussi brutalement. Des infrastructures qui étaient en construction ont été arrêtées, des plans ont été détruits. Il a dit tous, je ne veux plus rien avoir à faire ici après le 28 septembre. Il faut préciser que quand De Gaulle s'est mis en colère, Sékou a regretté un peu son langage. Il a voulu rattraper l'incident. De Gaulle n'a pas marché. Et en partie, c'est ce qui a amené l'indépendance de la Guinée. Le jour qu'on allait au référendum, le jour du 28 septembre, le PDG avait donné la consigne stricte à toute la population de rester calme, d'éviter tout débordement
Parce qu'il fallait un petit incident pour qu'on annule le résultat. On a demandé à la population d'aller voter et que chacun rentre chez soi. Un journaliste français qui a écrit à l'époque que Conakry était ce jour-là comme une ville morte. Les gens ont respecté cette consigne. À Conakry, il n'y avait que les chars et les tanks qui circulaient dans la ville. C'est ce moment qu'a choisi M. Mesmer, qui était haut-commissaire de la France d'outre-mer à Dakar. Parce que dès que De Gaulle a quitté, ils ont su que de toutes les façons, la Guinée allait voter non. Parce que c'était la décision prise par le parti. Lui, il a pris ses dispositions aussi. Il a écrit, il a fait 2 livres. Après tant de batailles, et les Blancs s'en vont. Dans les 2 livres, il explique. Il a fait venir un bateau à Conakry. Et le jour du référendum, il a fait venir des parachutistes français par avion. Ce parachutiste-là était venu pour vider les caisses de la banque. Personne ne s'attendait à ça. La consigne avait été donnée que les gens restent tranquilles chez eux. Donc, ils avaient les mains libres. De l'aéroport, ils sont allés directement à la banque. Ils ont ouvert les caveaux. Ils ont pris tout ce qu'il y avait comme argent à la banque. Peu de gens savent que la Guinée a débuté avec 0 franc. On a payé un prix très fort et je dirais pas forcément toujours juste. C'est pour ça que je parlais du caractère, de l'aspect personnel de ça, parce que même si le général de Gaulle, peut-être le grand homme qu'il était, pouvait passer l'éponge, il y avait dans son entourage de certaines personnes qui n'ont jamais pardonné à la Guinée d'avoir dit non en 1958. Vous pensez à Foccart, pour ne pas le citer, et avec toute l'officine qui l'entourait à l'époque, et la Guinée va en souffrir. On va nous créer, comme je vous l'ai dit, tous les programmes ont été arrêtés. Tout ce qui était en cours a été arrêté. Des instructions ou des avis ont été donnés pour que l'Occident nous ferme tous les robinets, partout où cela pouvait exister. Il y a eu, assez curieusement, une parenthèse dans ça, c'est la période de Kennedy. Le président Kennedy a eu d'excellentes relations avec le président Sékou Touré. Ça a permis de passer une période assez difficile parce qu'on est passé d'un état où tout allait normalement à un abandon total. Ça nous a obligés à créer notre monnaie nationale le 1er mars 1960. Pour vous donner une idée, il est prouvé maintenant que la France a noyé la Guinée de faux billets pour déséquilibrer notre économie. Foccart a essayé de monter une opération pour renverser Sékou Touré dans le courant de l'année 1959-60. Et c'est après l'indépendance de la Guinée que Foccart et les services secrets français ont commencé à monter ce coup qui a été un ratage complet. L'opération n'a pas marché parce qu'elle a été décelée à l'avance par Sékou Touré et que par conséquent, elle a été démontée. Il n'y a pas eu de tentative réelle. Il y a eu une préparation, mais une préparation qui n'a pas abouti à une tentative de coup d'État. Quel était le but précis de l'opération? Dans l'esprit de Foccart, c'était de faire sauter Sékou Touré. C'est évident. J'aime le dire moi-même, que les richesses de la Guinée sont les pièges de la Guinée. La France, pays colonisateur, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, était saccagée, sans ressources. Et pire, la guerre d'Indochine, le Vietnam, le Cambodge et le Laos a complètement achevé le prestige de la France. Les colonies françaises d'Afrique occidentale, la Guinée, dernière colonie,
excepté la Haute-Volta, actuelle Burkina, qui était dans la Côte d'Ivoire, qui a été détachée de la Côte d'Ivoire, et la Mauritanie, qui était dans le Sénégal, qui a été détachée du Sénégal, la Guinée, qui a été constituée dans ses limites actuelles seulement en 1910, avec l'accord de la France et de l'Angleterre sur les îles de l'Os. Cette Guinée, Dieu l'a dotée des 2/3 des richesses de l'Afrique de l'Ouest. Elle a fourni les 2/3 de l'effort de guerre. Le gouverneur Roland Pré a baptisé ce pays Château de l'Afrique, scandale géologique. Cette Guinée donc était l'espoir de la France. On était déjà premier producteur de bananes, de café et d'ananas. Et déjà la Guinée produisait 248 000 tonnes de riz. Nous avons près de 15 millions d'hectares de terres cultivables. 9 fleuves internationaux. Sur l'ensemble des fleuves, estimés à des milliers, nous avons 161 sites de barrages hydroélectriques, avec un potentiel estimé à 8000 MW. La France a misé tout son espoir sur la Guinée. Les projets Concouré ne sont pas des projets de la Révolution, c'est un projet colonial, les barrages de Concouré. La plaine de Fé, actuellement qu'on appelle plaine de Koundiam, ce n'est pas un projet nouveau, c'est un projet colonial qui a servi à entretenir l'ensemble des colonies. Donc, en un mot, pour résumer, la France voyait sa reprise sur la Guinée et le maintien de ses possessions françaises d'Afrique et des Antilles. Le vote du 28 septembre, donc 1958, qui a été une surprise totale pour la France, il est évident, qui a débouché sur l'indépendance, que cela a sécrété tous les complots contre la Guinée. Déjà, en 59-60, les témoins vivent encore au Sénégal. Le premier complot est parti du Sénégal, qui avait pour objectif tuer Sékou Touré ou arracher le Fouta à la Guinée pour le rattacher au Sénégal, parce que la Guinée, dernière colonie, a été constituée sur le Sénégal, sur le Soudan français, actuel Mali, sur la Côte d'Ivoire et avec négociation sur la Sierra Leone en échange pour que nous ayons les îles de l'Os et que l'Angleterre ait une partie de Forécaria en terre-plein. C'est cette réalité qui a dérangé la France. Et nier cela, c'est nier l'existence du FLN, parce que très vite, les pays qui ont soutenu la France dans sa querelle contre la Guinée, c'est bien la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Pour revenir au complot de 59-60, vous avez entendu parler de Mamadou Dia, vous avez entendu parler de Waldio Ndiaye, vous avez entendu parler de Alioune Tall. Pour avoir protesté contre cette attitude du président Senghor contre la Guinée, ils ont été arrêtés. Il y en a qui sont morts en prison. Mamadou Dia, premier ministre du Sénégal, a passé plus de 15 ans en détention. Ça, c'est la réalité de la Guinée. Je dis, je répète, malédiction à celui qui hérite de la haine et de la rancune, de la guerre pour en faire un moyen de sa survie. Pour avoir vécu des faits et pour avoir, à l'époque, accumulé, cherché et accumulé, n'est-ce pas, des preuves que les complots contre la Guinée
des années 58, 59, 60 n'étaient pas du tout des complots imaginaires. Il y a eu bel et bien, ici à Dakar même, des camps d'entraînement de contre-révolutionnaires guinéens et de Dakar. On s'est servi du territoire du Sénégal pour acheminer vers la Guinée des armes et tout un matériel très impressionnant. La France donc, a boycotté ces opérations d'exportation et a refusé d'acheter nos produits sous prétexte que nous n'étions plus en bonne relation avec elle, alors que nous avions des accords à long terme d'exportation. Il a fallu rechercher rapidement des clients nouveaux. C'est pour ça que nous avons, en 60, exporté tous nos produits dans les pays de l'Est. Ce qui nous a amené à prendre des engagements de plus en plus importants vers les pays de l'Est. J'étais ambassadeur américain en Guinée de 61 à 63 sous le président Kennedy. À ce moment-là, le pays avait été abandonné par la France et la présence des pays communistes était pervasive partout. Et nous avons, à ce moment-là, on a examiné la situation, voir ce qu'on pourrait faire afin d'aider Sékou Touré à devenir comme il voulait. Il me disait qu'il voulait être non aligné. La situation était un peu changée, mais à ce moment-là, c'était la guerre froide, alors on voyait un cancer communiste là-bas. Oui, il avait beaucoup d'admiration pour Kennedy. Je ne sais pas pourquoi, malgré l'aventure cubaine et tout ça, les Français l'avaient abandonné, les autres pays ne pouvaient rien faire, et il voulait que sa révolution continue. Le danger là toujours était que les idéologues prennent le pouvoir, c'est-à-dire les gens qui n'étaient pas vraiment pratiques. Et nous voulions encourager ceux qui n'étaient pas tellement politiciens, mais qui pensaient au bien-être du peuple. Le peuple était en misère. Et toujours, je crois. Les pays africains voisins, la plupart d'entre eux tout au moins, ont simplement poursuivi sous des formes nouvelles, sous la forme de l'indépendance juridique, la politique coloniale antérieure, c'est le néocolonialisme. Pratiquement rien n'a changé, sauf que quelques personnages qui étaient blancs ont été remplacés par des noirs. L'orientation de la Guinée a été de chercher à consolider véritablement une indépendance réelle, pas seulement une indépendance formelle, et pour cela détruire les structures coloniales, y compris dans le domaine économique, et créer des structures sociales, politiques, culturelles nouvelles. Il est certain que cette destruction et cette restructuration a pour résultat que sur le plan économique, sur le plan comptable, les résultats économiques, naturellement, on peut dire que ce n'est pas brillant, c'est pas la Côte d'Ivoire. Et la question qui restera à poser, c'est de savoir, en Côte d'Ivoire, pour qui? En maintenant une rivalité entre les blocs, la Guinée cherche à garder sa liberté d'action. Mais à l'intérieur, les problèmes économiques dominent. Le pouvoir se durcit. En 70, il y avait déjà une crise assez poussée en Guinée. Alors les étudiants ont constaté le mode de vie, le train de vie des ministres là-bas. Et puis on avait acheté beaucoup de Mercedes pour les ministres en ce moment. Des super ministres comme Ismaël Touré se permettaient de changer de voiture tous les ans. Alors on a essayé de critiquer ça en Conseil national de la Révolution. C'est-à-dire on a pris de court les autorités parce qu'on ne leur avait pas montré notre discours au début. Ça a été très mal pris par le président parce qu'il nous a dit, bon, de toutes les façons, les jeunes ont raison, mais c'est un langage qu'on tient à nos frontières.
et que c'est l'impérialisme qui fait rentrer ce genre de langage dans l'esprit des jeunes et que de toutes les façons que les jeunes qu'on lui paiera ça très cher. Et dès qu'on a fini le discours, quand tout le monde s'est dispersé, on a arrêté aussitôt tous nos camarades qui avaient présenté ce discours. De nombreuses personnalités sont éliminées au cours d'une série de crises. C'est à l'extérieur que va se regrouper l'opposition. Certains de ses dirigeants cherchent l'appui des services secrets français ainsi que du Portugal qui combat le mouvement de libération de sa colonie de Guinée-Bissau. La Guinée soutient la lutte d'indépendance du célèbre leader Amilcar Cabral. Pour l'éliminer, les Portugais mettent au point un débarquement de nuit à Conakry, le 22 novembre 1970. 400 hommes environ débarquent. Il s'agit surtout de soldats africains de l'armée portugaise et d'exilés guinéens qui occupent différents points de la ville, sans trouver le président Sékou Touré. C'est la plus grande forme de rejet que l'Occident pouvait infliger à un État souverain indépendant comme la République du Guinée. Mais Dieu soit loué, c'est dans la grande unité, malgré la surprise, que la Guinée a pu se sortir de situation, dans l'unité nationale. Et là, le principe sacré de l'époque, c'est le peuple qui était en armes. Il n'y a pas un comité ou quartier qui n'avait pas ses miliciens, qui n'avait pas ses cadres porteurs d'armes. L'université même était, je peux mettre entre guillemets, peut-être un camp, parce que les étudiants que nous étions avaient tous reçu une formation milicienne qu'on peut qualifier aujourd'hui de formation militaire. Donc, c'est la conjugaison de toutes ces forces, la nuit du samedi à dimanche, comme vous venez de le dire, le 22 novembre, que le peuple a défendu et Dieu l'a protégé, comme a dit le président Ahmed Sékou Touré. Le peuple a défendu sa révolution, Dieu l'a protégé. Son appel a eu le mérite. Son appel a eu le mérite parce que ce que le commun ne connaît pas, cette agression avait été annoncée par de très bons Guinéens. Je vais taire leur nom, mais ils ont aujourd'hui toute notre reconnaissance parce que leur comportement de ce temps a permis à la Guinée de rester debout. Les cités, peut-être qu'on comprendra qu'ils ont trahi, mais je dirais qu'ils ont été fidèles au peuple de Guinée. Ils n'ont pas suivi la route que voulaient ces Occidentaux avec leurs alliés. Pour la petite histoire, la nuit de l'agression, j'étais au palais présidentiel. Le président Ahmed Sékou Touré jouait au damier avec bon nombre de ses camarades. Je vais taire les noms de ceux qui ont été arrêtés dans ce lot. Mais dans ce lot, un de ses amis a eu l'audace. On était déjà au-delà de minuit pour lui poser la question. Il se fait tard, vous n'allez pas vous coucher aujourd'hui. Mais comme on avait déjà l'information, parce que cette agression devrait avoir lieu le 19 novembre. 19 novembre. Selon nos informateurs principaux, on n'a pas vu le 19, on n'a pas vu le 20, on n'a pas vu le 21, malgré toutes les dispositions qui avaient été prises. Donc, à la faveur de cette question, ça a alerté le président de la République. Il est allé loin. Il est allé jusqu'à lui demander où vous allez passer la nuit. Alors là, c'était concret. Il a dit à Bellevue. Nous l'avons accompagné jusqu'à Bellevue. Il est rentré devant nous à Bellevue. Chacun a rebouché chemin. Sachez que c'était un soir de samedi. La jeunesse à l'époque était vivante. On était plus qu'aujourd'hui. Ce n'est même pas comparable. De mon point de vue, chacun vit sa vie. Mais ce n'était qu'une parenthèse. À nous poser cette question, on dira incomparable. D'accord. Donc,
Nous l'avons entré, nous sommes allés dans les Dansik. Moi, personnellement, je suis allé à la Payotte. C'est dans cette situation que nous avons entendu les premiers coups de canon et c'est dans l'euphorie que la population a été emballée dans tous les sens dans cette ville de Conakry. Ils ont bombardé les cases de Bellevue, ce qui atteste que la personne qui a posé la question de savoir où vous dormez, il était un des complices et il a été arrêté sur le terrain. Je tais son nom. Il a été arrêté sur le terrain, porteur de brassard vert qui était le symbole que ces mercenaires s'étaient donné pour se reconnaître dans cette mêlée. Donc, nous qui l'avons accompagné aux cases de Bellevue, ne l'ayant pas vu sortir, parce qu'on ne savait pas qu'il était rentré juste pour ressortir, venir à Sékou Touré actuel, quand nous avons appris que les cases de Bellevue ont été bombardées, on avait la certitude qu'il est resté dedans. Sauf quand nous avons entendu sa voix pour appeler. L'opération avait été baptisée Mer Verde, c'est ça? Mar Verde, ça c'est ce que les Portugais ont donné à l'opération comme appellation. Et vous l'avez baptisé agression? L'agression du 22 novembre 1970, mais dans son nom officiel, connu à l'international, c'est Mar Verde. Donc les services étaient déjà... Les services étaient informés et dès que les premiers pourquoi il n'y a pas eu de dispositions particulières pour il y avait des dispositions particulières. Je dis, entre le 19 et le 22 étant un soir de samedi au dimanche, les gens ont relâché. Mais quand les premiers coups de canon ont retenti, chacun a rejoint son poste et le peuple s'est joint à ses forces de défense et de sécurité. Les Portugais libèrent leurs compatriotes détenus à Conakry par les combattants de Bissau, mais Amilcar Cabral leur échappe. À l'aube, les assaillants réembarquent en abandonnant une cinquantaine d'hommes, lorsqu'à la radio, la voix du président Sékou Touré appelle la population à la résistance. Des bateaux étrangers stationnent encore dans nos eaux territoriales. Camarades du PDG, militants en uniforme et sans uniforme, partout, faites état de vigilance, de fermeté révolutionnaire. Surveillez autour de vous les complices éventuels de l'impérialisme pour les déceler, les écraser en même temps que les mercenaires venus dans les bateaux étrangers. La Guinée se défendra jusqu'à la dernière goutte. Prêt pour la révolution, l'impérialisme à bas, le colonialisme à bas. Une vive solidarité internationale se manifeste en faveur de la Guinée. Mais la population, à part quelques groupes de miliciens, s'est montrée aussi peu disposée à prendre les armes pour le régime qu'à prêter main forte à l'envahisseur. Pour décourager toute tentative ultérieure, Sékou Touré décide de frapper l'opinion. Des arrestations sont opérées en masse, sans précaution. Les pièces à conviction semblent parfois bien anodines. Plus tard, certains diront justement par cette information-là que oui, le pouvoir savait qu'il se préparait, mais le pouvoir voulait se servir de ça peut-être pour récupérer ceux qui n'étaient pas dans les rangs. C'est la mauvaise foi parce que cette agression a été reconnue par les Nations Unies. La Guinée n'a jamais fait une enquête personnelle sur cette agression. C'est les Nations Unies qui ont enquêté. Et je vous ferai part qu'on avait à l'époque deux illustres ambassadeurs dans ce pays, un africain et un latino-américain. L'africain, c'était l'Algérien Mohamed Zitouni. Et le latino-américain, c'était un Cubain, Oscar Oramos. Ils ont tous témoigné. Et les mercenaires qui ont été arrêtés sur les faits ont été auditionnés, pas par les Guinéens, par la commission d'enquête des Nations Unies.
Au matin du lundi, on dénombrait 300, 350 victimes. Hein, La totalité à Conakry, à Gawal et à Koundara ont fait 513 morts. C'est des attaques simultanées ou bien séparées? Simultanées parce que la frontière terrestre du côté de Koundara et de Gawal s'ouvre sur la Guinée-Bissau. Donc cette agression a été ressentie à la fois à Conakry, à Koundara, à Gawal et à Koundara. Mais la totalité des victimes de ces trois villes, 513. Aujourd'hui, on a tendance souvent à oublier cette première phase de l'agression du 22 novembre. C'est plutôt la deuxième, c'est la riposte aujourd'hui qui pose problème. On pense que la riposte a été beaucoup plus grande en termes d'ampleur. Aujourd'hui, c'est cela qui entretient, alimente beaucoup plus la mémoire collective. C'est une question de communication. Ceux qui ont organisé cette agression ont plus de capacité dans la communication que ceux qui ont subi l'agression. C'est ce qui a fait cette tentative de déformation de l'histoire de ce pays sur cette question. Je dis, je répète, que cette agression, l'enquête qui a été menée pour établir sa véracité et condamner les auteurs, le Portugal a été condamné par les Nations Unies de dédommager la Guinée. Le président Ahmed Sékou Touré, avec le comité central du Parti démocratique de Guinée et le bureau politique national, le seul dédommagement qu'on attend du Portugal, c'est la libération des colonies portugaises que sont la Guinée-Bissau, l'Angola et le Mozambique. Moi, personnellement, je pense que l'assassinat de Cabral est lié à l'affaire du 22 novembre 1970. Ce qui est clair, c'est que Cabral était extrêmement mécontent du comportement de Sékou Touré parce qu'il avait fait transférer les prisonniers portugais détenus par le PAIGC de Mamo à Conakry quelques jours avant l'attaque des Portugais. Et ce qui a permis leur libération. Et nous savons d'ailleurs par les témoignages que les prisonniers blancs portugais avaient été récupérés par Sékou Touré et amenés à l'hôpital d'Onka. Et que c'est là-bas que le commando portugais allait les chercher. Donc comment est-ce que le commando portugais a su que les prisonniers blancs du PAIGC n'étaient pas au camp du PAIGC, mais étaient dans l'enceinte de l'hôpital d'Onka. Et nous avons le témoignage du livre de Mme Marega qui dit que ce jour, elle a vu le commando portugais passer devant sa porte entre sa maison à elle et la maison du docteur Ba pour aller chercher les prisonniers portugais. Donc cette complicité-là a fait que Cabral était extrêmement furieux et contre Sékou Touré et qu'il planifiait d'ailleurs de déménager le quartier général du PAIGC de la Guinée au Sénégal parce qu'il avait perdu toute confiance en Sékou Touré. Et je suis sûr que Sékou Touré ne voulait pas du tout et que Cabral quitte la Guinée et que le PAIGC quitte la Guinée parce qu'il sait que tôt ou tard Cabral allait exposer sa forfaiture. Donc je pense que cet assassinat-là est venu de là. Et c'est certain, il y a eu beaucoup de témoignages qui ont dit que le capitaine Kouyaté et un autre officier guinéen étaient là quand on a assassiné Cabral. Et d'ailleurs que c'est eux qui ont tué ce Cabral. Et donc, il va de soi que d'ailleurs le capitaine lui-même, il a été sectoré à profiter du complot Peul là pour le faire arrêter, le faire disparaître. Les deux ont disparu, ont été assassinés par Sékou Touré par la suite, arrêtés et assassinés par Sékou Touré. Donc il n'a pas laissé de traces. Quand on a arrêté mon père, on est resté comme ça toute la journée sans nouvelles. C'est le soir seulement qu'on est venu nous dire de sortir haut les mains sans aucune affaire. Alors on a demandé à ce qu'on prenne quand même quelques livres pour aller à l'école le lendemain. Et on est sorti comme ça, on n'avait plus où aller et on a eu de la chance quand même, des amis nous ont recueillis. Il y a le ministre de l'Intérieur qui sonnait à ma domicile. J'ai ouvert et il était là avec deux hommes de la milice et il me dit, Monsieur Max,
au nom de la révolution, vous êtes arrêté. Et je voulais me chercher encore un paquet de golvas et un mouchoir, mais il me forçait, il me prit par la chemise et il me sortait de ma maison et on m'a mené au camp Boireau. L'Assemblée nationale, érigée en tribunal révolutionnaire, doit juger les prisonniers et les Guinéens qu'on accuse de complicité. En fait, les 8000 cellules du parti se sont déjà prononcées en écoutant les aveux enregistrés sur bande. Je suis venu dans un groupe pour une mission de quelle mission? Ma mission était vers le palais du président guinéen. Saibold a également utilisé l'avion cargo militaire pour introduire clandestinement des armes en Guinée. Puis un jour, il m'a demandé si je ne préférais pas accepter carrément de renseigner la France sur ce qui se passait en Guinée. J'ai accepté. Quand le procès est venu, on n'a pas vu les gens qui étaient inculpés. Il n'y a pas eu de... Personne n'est allé au tribunal. Il n'y avait que des bandes radiophoniques qui passaient. Moi, c'est comme ça que je n'ai pas reconnu la voix de mon papa à la radio, parce que c'est pas comme ça qu'il parlait d'habitude. Pas du tout. Camarades, honneur! Victoire! Vive le président Sékou Touré! Vive le président Sékou Touré! Quand ils prenaient les victimes par grand nombre, par exemple 4, 5, 10, au-delà, ils les amenaient ici. Sinon, si c'était des individualités, ils les enterraient même à l'intérieur du bloc. Par exemple, l'officier allemand qui a été tué sous la torture, il est enterré dans le bloc du camp Boireau. Et il y a même un ouvrage qui a été fait sur sa tombe. Il y a plusieurs personnes qui sont là-bas, mais c'est des individualités qu'on a enterrées à cet endroit-là. Ici, c'est quand ils avaient plusieurs personnes et ils les amenaient ici nuitamment. C'est par après d'ailleurs que les gens ont su que c'était au cimetière Nongo qu'ils amenaient les gens. Parce que les gens pensaient toujours qu'on les amenait jusqu'au Kakulima. Mais très souvent, ils les amenaient jusqu'ici. Et malheureusement, on ne peut pas, pour le moment, dire que c'est Paul ou Pierre qui sont enterrés ici. Et l'objectif, c'est de demander aux autorités de nous rendre les charniers, qu'on porte le deuil et qu'on donne une sépulture digne de son nom à nos parents qui ont disparu. Les tombes des détenus étaient constituées d'une petite fosse et on prend le cadavre enroulé dans du papier craft, le papier de ciment là, on pose sur le petit trou qu'ils avaient creusé, ils mettent des cailloux dessus et ils partent. L'exemple concret que j'ai eu, c'est quand on est allé chercher le corps du mari de Nadine Barry. On n'avait pas besoin de fossoyeur pour pouvoir récupérer le corps. Vous enlevez les cailloux et le corps apparaît. Donc ici, c'est ça qui est arrivé ici.
Et encore une fois, je déplore que nous ne connaissons pas nommément les gens qui sont là. Notre souci, c'est de récupérer les charniers, donner aux victimes une sépulture digne de son nom et qu'on puisse porter le deuil. La Guinée en a besoin. Les familles en ont besoin. C'est de me dire tous les jours, en tant que citoyen, en tant que Guinéen, surtout en tant qu'être humain, qu'on ne peut pas, on peut pas minimiser la vie humaine. Et lorsqu'on minimise la vie humaine, on détruit tout. Même si ces personnes-là avaient commis les plus graves crimes qui puissent exister, moi en tant qu'avocat, j'aurais pu encore les défendre. Parce que c'est ça mon rôle, c'est ça mon métier. C'est de défendre des gens qui, voilà quoi, ont commis des vols, des crimes, voilà, des viols. Et je me dis que même des terroristes qui placent des bombes, qui commettent les crimes les plus graves, méritent d'être défendus, méritent jusque devant un tribunal avoir encore cette part d'humanité. Et je me dis que tout a été biaisé de là et qu'il faut reconstruire ça dans notre pays. Il faut que l'on sache que même si ces personnes-là ont commis les pires atrocités, elles avaient droit à un procès équitable, elles avaient le droit à la vie. Et ça, je pense que c'est le combat, moi personnellement, de ma vie.